Salut à tous, c'est ODB. La série de chars BT est probablement la série de chars légers soviétiques la plus connue. Ces chars feront le coup de feu dès les années 30, mais l'histoire de cette série est souvent méconnue. Alors aujourd'hui, on va s'y intéresser ensemble. Les chars BT sont très liés à l'Union soviétique, et pourtant ce n'est pas dans cette nation qu'ils vont voir le jour, mais plutôt aux États-Unis. Retour dans les années 20 où l'inventeur américain John Walter Christie s'intéresse de plus en plus aux chars d'assaut. Christie est un ingénieur doté d'une petite renommée dans le monde automobile américain, et il traîne aussi pas mal côté militaire en développant des engins spécialement conçus pour l'US Army. C'est dès l'après-première guerre mondiale qu'il décide de se lancer dans la conception de chars d'assaut, avec plusieurs projets différents, dont un char amphibie utilisable par la marine américaine, char amphibie qui ne connaîtra pas vraiment le succès. Christie n'abandonne pas et continue ses divers travaux sur ses chars d'assaut, ce qui l'amène à développer plusieurs composants qui vont parfois révolutionner le monde blindé. La première invention très célèbre que l'on doit à ce bonhomme, c'est évidemment la suspension Christie, un système de suspension qui dote chacun des galets d'un ressort. C'est le système qui sera utilisé notamment sur le BT, mais aussi sur le T-34. Notre bon vieux Christie veut aussi s'attaquer à un autre problème qu'il a pu voir notamment sur la version américaine du Renault FT, l'usure des chenilles due à la route. Christie a une idée toute bête pour résoudre ce souci, faire en sorte d'avoir un char facilement convertible pour qu'il puisse enlever ses chenilles avec aise et rouler directement sur les galets qui seraient par conséquent adaptés à cette utilisation. Le char saurait alors manœuvrer avec des galets à l'avant qui eux peuvent tourner un peu à la manière d'une roue de voiture. Christie propose donc plein de modèles entre 1921 et 1928. C'est lors de cette année qu'il propose enfin un véhicule qui intéresse vraiment l'armée américaine. Des tests sont effectués sur le char, et surprise générale de l'état-major, le char modèle 1928 de Christie peut atteindre les 50 km/h sur route, une vitesse plus que très bonne pour l'époque. Le véhicule est très rapide, notamment à cause de son système de suspension, de son moteur d'avion de 300 chevaux et de son très faible poids, à peine 5 tonnes en tout. Mais le char n'est pas assez satisfaisant pour l'armée américaine, qui dresse une liste de recommandations pour que Christie puisse améliorer son véhicule. Liste de recommandations qui sera en partie ignorée par ce dernier, Christie étant simplement trop orgueilleux. Le bonhomme est certes arrogant, mais il est loin d'être stupide, et il décide, en parallèle de la production et des tests sur son char, de faire des campagnes promotionnelles de son travail à des compagnies étrangères, ce qui lui permet de prendre contact avec le gouvernement polonais et soviétique, qui tous deux sont très intéressés par le char. La jeune nation polonaise est alors en développement économique et militaire, et cherche à équiper rapidement son armée de véhicules fiables qu'elle pourrait faire produire sur son sol, tandis que l'Union soviétique doit elle aussi réorganiser son armée, qui est jugée par son état-major comme trop obsolète, et le char de Christie répond parfaitement à leurs critères pour un véhicule léger et mobile. Surtout que les soviétiques ont pu récupérer un tas d'informations sur l'engin, notamment grâce à leurs espions, qu'ils font opérer sous couverture soit directement au sein de l'armée américaine, soit au sein de l'Amtorg, une société de commerce soviétique basée aux États-Unis. Procédé typiquement soviétique, rappelez-vous de ma vidéo sur l'histoire du T-28 où le char n'était qu'une copie d'un autre véhicule de chez Vickers dont les soviétiques ont pu subtiliser les plans. En tout cas, les soviétiques veulent ce char de chez Christie, et une visite diplomatique est organisée au sein de l'usine de ce dernier en 1930. Cette année sera la bonne année pour l'ingénieur et l'homme d'affaires, qui reçoit en l'espace de quelques mois un contrat de l'armée américaine, un de la Pologne et un de l'URSS. Christie sait qu'il ne pourra pas vendre son char et sa licence aux deux nations, et qu'il faudra faire un choix entre la Pologne et l'Union soviétique. Et vous l'avez deviné, c'est chez l'URSS qu'il va se tourner. Un contrat est donc bouclé pour la livraison de 2 chars sans armement et sans tourelle, ainsi que des pièces détachées et les plans pour lancer la production. Et si vous vous demandez pourquoi avoir livré les chars sans armement, c'est parce que le gouvernement américain interdit les exportations de matériel militaire vers l'URSS, et donc avoir le char sans tourelle, ça permettait de rester dans les clous de la loi. Enfin, ça c'est ce que se disaient sûrement Christie et les soviétiques, parce que les Américains, eux, vont bloquer le plus possible la livraison des 2 chars, si bien que l'entreprise de Christie devra faire livrer sous couvert d'une livraison de tracteurs agricoles les 2 châssis. Les chars arrivent donc début 1931 en Union soviétique. Un véhicule sera conservé en terrain d'entraînement pour les tests, et l'autre sera directement envoyé au sein de l'usine de locomotives de Kharkov pour qu'il puisse être étudié, et surtout développer la tourelle qui va être montée sur ce char. Et le temps presse, rappelez-vous qu'on est en plein dans la période de la montée des tensions entre la Pologne et l'URSS, et l'état-major rouge veut un char prêt en l'espace de quelques mois.
Les ingénieurs vont travailler d'arrache-pied pour développer non seulement la tourelle, mais également les pièces dont ils n'ont pas la licence pour la production, comme le moteur. Ce n'est qu'en septembre 31 que les premiers prototypes de ce qui est alors nommé en Union soviétique le BT sortent des usines. Sur les 6 véhicules attendus, seuls 3 sont finalement livrés. Pour la tourelle, les ingénieurs ont développé un modèle qui peut accueillir un large éventail d'armements. Le char doit normalement être équipé d'un canon principal de 37 mm, mais l'industrie soviétique ne peut pas tenir la cadence de production, et des variantes équipées simplement de mitrailleuses apparaissent. Sur le reste, le char est extrêmement similaire au modèle original de Christie. Il peut donc aussi être utilisé sans chenilles, avec des roues qui peuvent être contrôlées depuis l'intérieur du véhicule. Les soviétiques décident de nommer cet engin le BT, ce qui est une exception comparée aux autres modèles de blindés qui seront presque tous nommés pareil, avec le fameux T suivi de numéros qui peuvent avoir plusieurs significations. Ces modèles produits par l'URSS seront donc les BT-2, en opposition au BT-1, qui est le char de base de Christie. La production débute à la fin de l'année 1931 et un objectif de 900 chars est fixé d'ici à la fin 1932, objectif qui est révisé de moitié. Au 1er septembre 1932, c'est à peine 76 véhicules qui sont achevés. Quelques centaines de chars seront produits d'ici à la fin 1932, mais la qualité de ces derniers est catastrophique. Tous ont besoin d'être renvoyés en usine pour des réparations. En tout, c'est environ 600 BT-2 qui seront produits. Je vais maintenant passer par chacun des modèles de BT, du 2 au 7, et énumérer les changements pour chaque version. Le BT3 est simplement un BT2, mais où les mesures pour les usines sont passées au système métrique, à l'inverse du système impérial utilisé à l'origine. C'est une appellation qui apparaît bien plus tard. Pour les soviétiques, le BT3 reste un BT2. Le BT4 est assez similaire au BT2. Il est doté de modifications à la caisse pour offrir un accès plus simple au système de suspension, à la boîte de vitesse et quelques ajouts mineurs. S'il doit normalement être doté d'une caisse soudée, les 3 prototypes qui seront produits seront équipés d'une caisse mi-soudée, mi-rivetée. Le BT5 est la première grande amélioration du véhicule. Il est doté d'une tourelle plus large, équipée d'un canon de 47 mm et d'une mitrailleuse en coaxiale, tourelle qui est similaire à celle du T26. Son moteur est aussi plus perfectionné et le véhicule est de meilleure facture que son prédécesseur. Plusieurs milliers de BT5 seront produits à partir de 1933. Le BT6 est comme le BT5 mais avec une caisse soudée, c'est le modèle préliminaire du BT7. Le BT7 apparaît à partir de 1934 en test et il sera la dernière très grosse version principale du BT. Il reprend la recette mais l'améliore avec un nouveau moteur et une caisse soudée. Le BT7 est doté d'une nouvelle tourelle en 1937 et en 1938 une version BT7M voit le jour, version qui est encore dotée d'un nouveau moteur diesel cette fois-ci. Pour les variantes, le BT en connaîtra un sacré paquet au cours de son histoire, mais très peu seront mises en production. On retrouve les habituelles versions lance-flammes, en chars téléopérés ou de chars de commandement. On l'a vu en char amphibie avec le PT-1, qui préfigure d'ailleurs le futur PT-76. Plusieurs modèles plus originaux vont aussi voir le jour, avec par exemple le BT-SV qui est équipé au maximum d'un blindage incliné, très inspiré du T-34. Le BT-7A, un BT-7 en version artillerie qui connaîtra une petite production, ou encore le BT-IS, un BT dédié à Staline qui possède une transmission, boîte de vitesse et direction retravaillée qui permet de profiter pleinement d'une utilisation sans chenilles et d'offrir de meilleures performances même en dehors des routes. Les chars de la série BT sont des véhicules plutôt légers, entre 11 et 14 tonnes pour les versions les plus modernes. Motorisés par des moteurs de 400 à 450 chevaux, leur vitesse max sur route était très élevée même pour l'époque. Le BT2 pouvait facilement monter à 70 km/h sur route, le BT7 pouvait lui atteindre les plus de 80 km/h, voire 100 en conditions favorables et en descente. Ces chars devaient être maniés par 3 hommes d'équipage, le conducteur, le chef de char qui fait aussi office de tireur, et le chargeur. Pour l'armement, il était plutôt varié, le BT2 à lui seul connaîtra plusieurs configurations différentes, avec un canon de 37 mm sans mitrailleuse, avec mitrailleuse ou uniquement avec un armement léger. Tous les véhicules recevront un canon de 47 mm et une mitrailleuse coaxiale dans différents modèles de tourelles à partir du BT5. Le blindage est quant à lui extrêmement fin, entre 4 et 15 mm sur le BT7. Le BT2 est mis très rapidement au service, dans un contexte où l'armée soviétique est en pleine réforme et où elle doit s'équiper très vite. Les premiers modèles sont lourdement défectueux, et la qualité de ces derniers est abyssale, forçant les unités à multiplier les maintenances lors des manœuvres et des entraînements. Il faudra attendre l'arrivée du BT5 pour voir les premiers modèles convaincants de la série. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que c'est souvent les BT5 ou BT7 qui viennent en tête quand on pense à cette série de chars légers. Le BT est utilisé au combat par les soviétiques pour la première fois lors de la bataille de Khalkhin Gol, entre mai et septembre 39. En tout, c'est près de 500 BT5 et BT7 qui sont déployés par l'armée rouge, des chars qui vont montrer de bonnes performances au global et aussi quelques défauts.
Commençons par le positif. Déjà leur mobilité est très bonne, surtout pour le théâtre de la bataille, qui est une zone vallonnée avec très peu d'arbres et d'obstacles, un terrain presque parfait pour la manœuvre de blindés. Deuxièmement, l'armement du BT est très efficace en cette période pré-Seconde Guerre mondiale. Le canon de 47 mm est performant avec une bonne cadence de tir. Il sera très apprécié des équipages et redouté par les Japonais. Les BT montrent malgré tout leurs limites. Niveau blindage déjà. Ce n'était déjà pas une surprise à l'époque puisque l'armée américaine avait refusé les chars de Christie à cause de ça. Les soviétiques aussi en ont conscience et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils lancent le développement dès 1937 de ce qui deviendra le T-34. Autre souci du BT, c'est la fâcheuse tendance à son carburant et son moteur de prendre très facilement feu. Les Japonais, puis plus tard les Finlandais, exploiteront grandement cette faiblesse. Les températures sont très élevées à certains moments de la bataille de Khalkhin-Gol, ce qui va faciliter la neutralisation par le feu des BT. Et d'ailleurs, la plupart des pertes au combat sont dues à des bombes au pétrole, que les Finlandais surnommaient cocktail Molotov. La Finlande sera justement le deuxième théâtre des BT, qui cette fois-ci sont utilisés en plus grand nombre et sous toutes les versions différentes. C'est une douche froide pour les soviétiques. Le BT n'est pas adapté à la géographie et à la guérilla que mènent les forces finlandaises, qui eux aussi exploitent grandement les faiblesses des chars de la série. Les pertes sont plus importantes et l'armée rouge prend conscience qu'il faut se tourner de plus en plus vers des chars plus blindés parce que le blindage du BT est encore une fois trop fin. Les Finlandais pourront aussi récupérer quelques BT sur les champs de bataille, les réutilisent au combat sous leur couleur. Ils feront même quelques variantes comme le BT-43, un châssis de BT en format transport de troupes, ou encore le BT-42, un BT équipé d'un obusier conçu pour le soutien d'infanterie et l'assaut de fortifications. Plusieurs centaines de BT sont encore au service lors de l'opération Barbarossa, mais ils subiront d'énormes pertes, l'armée rouge n'étant pas prête à la guerre. En l'espace d'un an, c'est plus de 2000 chars qui sont perdus. Ils finissent par être utilisés par dépit en attendant l'arrivée notamment des T-34. A noter qu'ils seront utilisés jusqu'à la fin du conflit, notamment contre le Japon. Les Allemands vont logiquement aussi en capturer, mais ils n'utilisent qu'assez peu les BT, qu'ils trouvent trop peu fiables. Ils deviennent alors des véhicules utilitaires, consacrés à l'arrière pour le maintien de l'ordre, ou même donnés à d'autres armées de l'Axe qui auront grandement besoin de moyens blindés, comme l'armée hongroise ou roumaine. Les Soviétiques le retirent du service dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, ce n'est pas chez les Soviétiques que les BT sont utilisés en premier au combat, mais plutôt chez les républicains espagnols, lors de la guerre civile de 1936 à 1939. Une cinquantaine de BT-5 seront employés par les milices républicaines, avec des performances mitigées. Leurs actions seront grandement étudiées par l'état-major soviétique, puisqu'elles permettent d'évaluer concrètement l'utilisation du véhicule sur le terrain. Les forces nationalistes ont aussi utilisé le BT-5 qu'ils ont pu capturer aux mains des républicains. Des chars de la série BT se sont aussi retrouvés en service en Chine face aux Japonais, mais il est assez dur de trouver des informations fiables là-dessus. Certaines sources parlent même de BT au sein de l'armée afghane. Les chars de la série BT sont parmi les chars légers les plus populaires de la Seconde Guerre mondiale. Ils détonnent de par leur vitesse qui les mettent clairement à part d'autres véhicules du même type. Mais niveau performance, c'est globalement mitigé. C'est un char qui a souffert comme d'autres de la mauvaise qualité de fabrication propre aux usines soviétiques, ce qui engendrera une mauvaise fiabilité et tout un tas de problèmes qui handicapent le char. D'un autre côté, c'est un véhicule mobile et très bien armé pour sa période de sortie. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le BT a marqué le conflit à sa manière. C'est la fin de la vidéo, merci à tous d'avoir suivi. Si vous aimez mon contenu, je vous invite grandement à soutenir la chaîne avec un abonnement, un j'aime, un boost et un partage. C'est gratuit pour vous, mais ça fait clairement la différence pour moi. Si vous avez quelques euros en trop et que vous voulez soutenir financièrement ce que je fais, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rejoindre disponible plus bas. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont déjà choisi le soutien pécunier. Vous retrouverez les sources, les musiques ainsi que les liens utiles dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ODB.